Tu vas chez un médecin qui n'a jamais vu, qui ne te connaît pas. Tu lui racontes des trucs comme ça, il va te regarder l'air de dire oui, un peu un cas mental ici. Hein. Voilà, j'ai mis cette potion là sur ma nuque et regarde, il y a tout ça qui sort, tu vois. Pas très joli. Une pied ratée. Muriel suit depuis quelques mois un traitement ayurvédique qui paraît donner de bons résultats. Elle a proposé à D de passer sur ses mains un produit qu'elle utilise dans ce traitement afin de voir si une réaction était déclenchée. Depuis 15 minutes, voilà qu'apparaissent maintenant des fibres au bout des doigts de D. Et elles sortent à vue d'œil. Bien là. Tu vois, ça bouge, hein. Tu vois comme un serpent. C'est dingue. Ça, c'est le Morgellon, mon Dieu. Il n'y a pas d'histoire. C'est dingue. Est-ce que j'étais la première contaminée et que j'ai transmis ça à mes enfants? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Et que c'est partout dans la maison, puisque je retrouve ces espèces d'amas de poussière, de boules partout. Comment ça se développe? Là, ça reste plein de points d'interrogation. Et il serait grand temps que le milieu scientifique commence un peu à observer tout ça et à analyser tout ça. Et ne pas dire, mais madame, c'est dans votre tête, il n'y a rien chez vous. Mais regardez les échantillons, oh mais non, ce n'est que de la poussière. Ça, c'est donc une photo lors du traitement d'ivermectine donné pour une gale. Donc, biopsie de peau réalisée par une dermatologue, lésions cutanées et tunnels sous la peau trouvés, donc traitement avec de l'ivermectine pendant 1 mois et demi, qui a fait sortir apparemment quelque chose. Et voilà l'état de mes bras, de mes jambes.
lésions de jambes, sous-traitement pour la gale. Vous voyez les marques, les traces? Vous voyez ça? Ce sont vraiment des tunnels. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit, biopsie de peau, gale, parce qu'on a vu des tunnels dans les lésions de peau. Voilà, les tunnels. Et tu vois d'ailleurs, il y en a un là qui correspond à ce tract-là, quoi. Et là, la même chose, tu vois. Ça voyage le long de ces trucs sous ta croûte. Où j'ai fait beaucoup de médecins, et que le parasite a atterri en vétérinaire. On m'a dit après larve de diptère, non zoonotique. Donc ne vous tracassez pas. Or ces larves, pour moi, je les ai retrouvées dans mon lit, je les ai retrouvées après un bain, donc elles sortaient de mon corps, c'est certain. Et donc suite à ça, j'ai beaucoup cherché. Je me suis dit, c'est quoi ce bazar qui me tombe dessus? On a cru une miase. Et puis, bah non, c'est pas une miase. Ok. Et puis je me suis rendu compte, j'ai découvert une maladie de peau inexpliquée. Je suis tombé sur le Morgelon, puis Morgelon en Belgique, je suis tombé sur le blog d'Henri. Et dans ce qu'il décrivait, je me dis, ok, je suis. Et là, j'ai cherché dans la maison. Et ça, je l'ai au moins depuis 2-3 ans. Et moi, je pensais que c'était de la poussière. Puisque je souffre énormément du ventre, plusieurs analyses de sel, on me dit mais il n'y a pas de parasite. Bon, ces analyses reviennent négatives puisque on ne cherche que ce qu'on connaît. On ne sait même pas d'où ça sort, comment ça se propage, comment est-ce qu'on est contagieux, pas contagieux, quelles sont les précautions à prendre. Et tout le monde est susceptible aujourd'hui d'être atteint de morgelon. Et le plus pénible, c'est de se dire que dans longtemps, le milieu médical n'aura rien voulu voir, il n'aura pas voulu agir. Donc les cas vont se multiplier, puisqu'on n'a pas d'antidote, il y aura une explosion, c'est certain. Puisque moi je suis victime de morgelon, je fais partie des premières personnes atteintes, je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas comment je vais sortir de cette pathologie, mais d'autres wagons suivront et d'autres gens suivront. Imaginez un petit fil en plastique qui se construit tout seul. Il grandit à la lumière et permet de conduire l'électricité, par exemple. Eh bien, cette prouesse technique a été réalisée par un laboratoire du CNRS à Strasbourg. Les limites de l'infiniment petit ont ici été repoussées. On parle de nanofibres plastiques d'1 milliardième de mètre. La recette semble simple, mais résume à peine 3 années de recherche. Des électrodes en or, des flashs et une sorte de soupe de molécules sont utilisés pour faire grandir ces fibres, des molécules modifiées de triarylamine. Ça ne vous dit évidemment rien, mais ces molécules sont utilisées dans le processus de la photocopie. On éclaire simplement cette solution et à ce moment-là, ce signal lumineux va être un signal de démarrage de notre auto-assemblage. Les molécules vont savoir qu'à partir de là, elles vont devoir se coller les unes aux autres et ensuite les fibres croissent jusqu'à toucher l'autre électrode. Et quand elles touchent l'autre électrode, le courant électrique peut passer. Donc c'est très simple. On prend une solution, on éclaire et tout se fabrique tout seul. Ces fils microscopiques pourront conduire du courant dans des composants électroniques. Jusqu'à présent, les métaux et le carbone étaient utilisés pour cette tâche. La découverte de ces nanofils change la donne. Ils sont moins coûteux et plus faciles à manipuler. Prochaine étape pour les scientifiques, démontrer que ces fils peuvent être intégrés dans des appareils qui gagneront ainsi en compacité. L'un des marchés pourrait être l'énergie solaire. On peut imaginer de miniaturiser les circuits électriques de cette manière. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas encore, parce que ces objets sont relativement nouveaux. Et ce qu'on espère, c'est que leur structure même, leur fonctionnalité même, amène à la création de nouvelles technologies dont on ignore encore quelles elles peuvent être. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas encore,
Grâce à la manipulation de la matière à une échelle radicalement nouvelle, les nanotechnologies promettent de simplifier et d'améliorer notre quotidien dans un monde plus efficace, plus sûr, plus confortable. Les nanotechnologies sont une clé pour l'avenir parce qu'elles ne concernent pas un seul type d'application. Elles vont toucher absolument tous les secteurs de nos vies. Les produits issus de ces recherches vont sans doute faire évoluer en profondeur notre rapport au monde qui nous entoure. Mais de quelle manière? Les pouvoirs démesurés qu'on leur attribue fascinent autant qu'ils inquiètent. Et la vitesse à laquelle ils s'insèrent dans nos existences et modèlent nos sociétés suscite de plus en plus de questionnements. Ce qu'on fait là, aucune civilisation antérieure, à aucune période du passé ne l'a fait. Donc nous faisons l'histoire, mais nous ne savons pas quelle histoire nous faisons. Et nous ne savons pas quelle histoire. The Morgellons problem is a syndrome, a disease that has specific things in common with all parties that are developing these symptoms. They have fibers that grow out of their body, and these fibers burn at 1,400 degrees or more. And they also have where it's either black, blue, or red, or even white fibers. Well, it is a true foreign invader, meaning a foreign invader is something that comes into the body and is not recognized by the body and attacks the body's defense mechanism. And in this case, the materials which were identified at the end of the study, which was under Project FM, we found that it was made of a polyester, two-part polyester compound with other organic compounds. Those particles make up what they call an array, meaning they go in a straight line and they connect. Mm-hmm. And you can see them on the early pictures, which were on like the silicone pictures, and they connect and make a fiber.
l'impact de l'homme sur ce système est de plus en plus important. Parmi les aérosols dus à l'activité humaine figurent notamment les émissions polluantes du trafic aérien. Celui-ci enregistre chaque année une progression moyenne de 5%. Aucun autre moyen de transport ne connaît une croissance aussi rapide. La plupart des avions se déplacent à une altitude comprise entre 8 et 12 000 mètres. C'est là que se forment les cirrostratus. Uniquement constitués de cristaux de glace, ces fins voiles nuageux ont un effet réchauffant sur le climat. Les avions rejettent des gaz d'échappement et produisent de la vapeur d'eau qui forme des traînées de condensation. Celles-ci génèrent des voiles nuageux artificiels qui accentuent le réchauffement de l'atmosphère. À bord d'un avion scientifique, les chercheurs du Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale étudient depuis plusieurs années ces traînées de condensation. Grâce à une sonde fixée sur le nez de l'avion, ils prélèvent des échantillons de gaz d'échappement. Le physicien Andreas Petzold et ses collègues étudient l'impact du trafic aérien sur le climat et les nuages. Leurs travaux sur les nuages formés à partir des traînées de condensation leur ont permis de décrypter des processus jusqu'alors inexpliqués. La question à laquelle nous consacrons une grande partie de notre travail est la suivante. Comment des nuages de type cirrus se forment-ils à partir de fines traînées de condensation? Nous avons ici un cas extrême. Il s'agit d'une photo satellite de l'Europe centrale prise en 1995. En haut de l'écran, on voit le Danemark. Ici en bas les Alpes et l'Allemagne au centre. Toute l'Allemagne est tapissée de traînées de condensation. Entre ces traînées se trouvent des zones de couleur blanche. Ce sont des nuages de type cirrus qui se sont formés à partir des traînées de condensation. Sans le trafic aérien, ces nuages ne seraient probablement pas apparus. C'est pourquoi on suspecte le trafic aérien de jouer un rôle majeur dans les changements climatiques. Ce phénomène est particulièrement visible à proximité des aéroports. Au cours de la matinée, le ciel bleu du lever du jour se couvre progressivement d'un voile gris. En cause, les traînées de condensation. Celles-ci commencent par former de fins nuages de type cirrus. Puis, par un effet de contamination inexpliqué à ce jour, des voiles nuageux se forment entre et autour de ces cirrus. Ce nouveau phénomène tend à s'amplifier dans de nombreuses régions du monde.
Les avions rejettent des gaz d'échappement et produisent de la vapeur d'eau qui forme des traînées de condensation. Celles-ci génèrent des voiles nuageux artificiels qui accentuent le réchauffement de l'atmosphère. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tabou ultime, notre mort. Quand allons-nous mourir? Vous voyez, c'est l'évolution de notre espérance de vie depuis 250 ans. Elle a déjà triplé. Elle est passée de 25 ans en 1750 à plus de 80 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, analyser, comprendre et manipuler notre fonctionnement biologique était considéré comme une tâche insurmontable. Mais aujourd'hui, la donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie, grâce à une médecine de combat, avec une puissance qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Grâce aux technologies NBIC, la science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. Il s'agit réellement d'un tsunami technologique. Nous allons tous être séquencés. Cela permettra de développer une médecine personnalisée, guidée sur nos particularités génétiques, et c'est particulièrement important en cancérologie, puisque malheureusement, 1 sur 4 d'entre nous aura un cancer dans sa vie. Nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaires, en atteignant 2050
nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et, de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Je vous remercie. 1000 ans. 1000 ans.